Bien, merci, bonsoir à tous, merci pour cette invitation et pour cet accueil. Alors aujourd'hui on va discuter un petit peu donc, ce surveillance généralisée et ce qu'on appelle maintenant technopolis, qui est un mot qui a été forgé à partir de techno et police. Alors il y en a qui pensent que police ça peut être police, la police ou police avec un C ou avec un S en matière de force de police ou police au sens étymologique grec, c'est-à-dire la politique. Donc ça c'est à chacun de forger son opinion. Nous on avait à la quadrature a retenu police avec un C. Et donc ça veut dire c'est l'alliance de la technologie et de l'activité de police. Il y a une plateforme. Tout le monde en camp. Il y a une plateforme d'information qui a été montée par l'association La Quadrature du Net qui tend à regrouper des documents et également à forger des débats, des discussions, à partager des informations. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Le nom du site, le nom de domaine, c'est technopolis.fr. Et donc vous pouvez de là accéder au forum et aux informations qui sont recueillies. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui tendent à la surveillance de la population au niveau local qui existent en France. Il y a bien évidemment le projet que vous connaissez qui était celui de mettre en place un système de sonorisation de certaines rues du quartier Beaubrun dans lequel nous sommes, qui devait être couplé à la base avec éventuellement de la vidéosurveillance, et il y avait même prévu dans le projet d'origine, si je me souviens bien, la possibilité d'avoir des drones qui pouvaient décoller au moment où les sons étaient entendus de manière à vérifier via de la surveillance aérienne de quoi il s'agissait. Alors ce dispositif, il était censé reconnaître un certain nombre de sons. Et il y avait toute une liste qui était prévue, donc ça allait du bruit de verre jusqu'à l'éclat de voix, et puis ça passait, je ne sais plus combien il y avait d'items sur la liste, peut-être que Denis. Il y avait même le chant des oiseaux qui était prévu. Voilà, donc il y avait une liste assez impressionnante de sons qui étaient recherchés. Alors aujourd'hui, ce dispositif, il a fait l'objet d'un avertissement de la présidente de la CNIL. Alors la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Cet avertissement... Pardon. Petit problème technique. Alors je reprends. Donc il a fait l'objet d'un avertissement de la présidente de la CNIL. Cet avertissement est une nouveauté qui a été ouverte par le RGPD. Alors avant le RGPD, alors peut-être pour que tout le monde sache de quoi on parle, le RGPD c'est le règlement général pour la protection des données. C'est un règlement européen qui a été adopté en 2016 et qui est entré en application dans toute l'Union européenne en mai 2018. Et donc ce règlement, il a pour objet de prévoir un certain nombre de règles qui viennent encadrer la possibilité de collecter et de traiter et d'utiliser les données personnelles des résidents habituels de l'Union européenne et donc bien évidemment des Français. Et donc dans ce règlement, il y a tout un tas de règles. Et ce règlement a été adapté en droit français, il est d'application directe. C'est l'équivalent un peu d'une loi européenne qui s'applique directement en France, mais qui a également fait l'objet d'une autre loi du 20 juin 2018 qui visait à adapter le droit français aux règles de l'Union européenne. Et donc depuis ces modifications-là, il y a la possibilité pour le ou la présidente de la CNIL de prévoir ce qu'on appelle des avertissements qui ne sont pas une sanction, qui sont autre chose, qui sont simplement le fait d'interpeller une personne de ce que le projet qu'elle a à l'esprit est susceptible d'être en infraction avec les règles du RGPD. Avant, il y avait la possibilité de prendre des avertissements, mais uniquement par la formation restreinte de la CNIL, donc c'est une autre entité que la présidente, et à ce moment-là, ça pouvait avoir la qualification d'une sanction. Mais donc là, on n'est pas sur une sanction, et on n'est pas sur une décision qui est contraignante. Cet avertissement, il n'a pas le caractère juridiquement, il n'est pas contraignant. Simplement, si
si la commune décidait de persister dans ce projet et de le mettre en place, à ce moment-là, elle pourrait entrer en infraction avec le RGPD et le droit français que j'évoquais il y a quelques instants, et il pourrait y avoir à ce moment-là une procédure, soit une mise en demeure, soit carrément une sanction beaucoup plus formelle, au terme d'une procédure qui serait prononcée donc par les instances de la CNIL. Mais en l'état, cet avertissement n'a pas de pouvoir contraignant, donc j'apprenais tout à l'heure que il y avait des échos comme quoi en réalité il y aurait, pour l'instant le projet est en stand-by, d'après ce que j'ai compris, politiquement il y a un communiqué qui est d'ailleurs conjoint qui a été fait par la Quadrature, le collectif et peut-être d'autres collectifs qui sont présents dans la salle, en réaction à un communiqué de presse de la commune de Saint-Étienne qui avait annoncé le retrait du projet. Maintenant, peut-être que le droit va évoluer, et j'entendais donc tout à l'heure des échos ce dont tu parlais, Denis, il y a des projets de loi en cours, notamment des projets qui auraient pour objet de réguler la reconnaissance faciale, mais également d'autres choses. Peut-être qu'à l'occasion d'un de ces véhicules législatifs, peut-être que le Parlement essaiera de mettre en place une possibilité pour les communes de mettre en place des dispositifs de sonorisation. Alors je rappelle quand même une chose, c'est que le droit de l'Union européenne doit être respecté par les lois françaises. Les lois françaises doivent être conformes au droit de l'Union européenne et donc au RGPD. Donc si le Parlement français décide d'adopter une loi qui ne serait pas conforme au RGPD, ce qui peut vite être le cas en matière de reconnaissance faciale, de sonorisation, il y a quand même des critères assez stricts, à ce moment-là, le droit français serait en infraction avec le RGPD et c'est interdit. Donc après, il y a des procédures, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut déboucher jusqu'à la condamnation de la France à l'équivalent d'une amende, c'est une condamnation pécuniaire qui peut être prononcée au terme d'une très longue procédure par les instances européennes. Donc il faut quand même garder ce point à l'esprit. Donc pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce projet. Ce projet était très ambitieux au départ, presque un peu futuriste avec les drones. Ensuite, finalement, c'était dans un second temps que de la sonorisation avec de la vidéosurveillance. Et puis pour l'instant, c'est en stand-by parce que la CNIL a tiré la sonnette d'alarme en disant que ça n'était pas possible parce que ça n'était pas conforme aux règles européennes. Moi, mon opinion personnelle en l'état, c'est que dans ces conditions, j'ai du mal à voir comment une loi française pourrait autoriser ce type de dispositif, alors même que la CNIL s'est basée dans son avertissement sur le fondement du RGPD. À partir du moment où le projet n'est pas conforme au RGPD, la loi qui viserait à l'autoriser ne serait pas conforme au RGPD aussi. Donc, après, il faut voir dans le détail. Vous savez, en droit, c'est rarement blanc ou noir, c'est souvent gris, c'est souvent compliqué, il faut souvent réfléchir et se poser des questions, mais en l'état, c'est ce que je peux vous dire. Deuxième projet en France, en dehors de Saint-Étienne, dont on m'a demandé de parler aujourd'hui, c'est un système de reconnaissance faciale dans des lycées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille et Nice. Donc vous savez que Marseille et Nice, petite interlude technique. Est-ce que vous m'entendez? On fait comme ça? Ça va? Désolé pour cette interruption. Donc deuxième projet dont on m'a demandé de parler, c'était donc ce projet de mettre en place des portiques de reconnaissance faciale dans des lycées en région PACA. Alors ce projet, il a pris la forme d'une délibération de la région. Juridiquement, c'est une délibération de la région qui avait décidé de mettre en place ce projet. Cette délibération, elle a fait, comme vous le savez, l'objet d'un recours de plusieurs associations, donc la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l'homme, la FCPE locale et la CGT Éducation locale Alpes-Maritimes. Ce recours, il a été publié par ces associations, notamment sur le site vous l'avez sur le site de la Quadrature du Net, mais vous l'avez aussi, il y a eu des publications locales faites par ces associations. Donc si ça vous intéresse de voir le détail, vous pourrez regarder le détail juridique du recours. Mais sans entrer dans du juridisme fastidieux,
Il y a une règle simple en matière de protection des données à caractère personnel, et notamment lorsque c'est des protections biométriques, qui est que il faut ce traitement, un traitement de données, c'est dès lors que vous touchez à des données, c'est un traitement. Dès lors que vous collectez des données, dès lors que vous les agencez, les transférez, toute opération sur des données à caractère personnel constitue un traitement, et ce traitement doit être licite. Et pour que ce traitement doit être licite, il doit répondre à une des 6 bases légales et à d'autres conditions, notamment des conditions de transparence, de respect des finalités, de tout un tas de conditions. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que il y a en matière de données personnelles, notamment de données biométriques, cette idée qu'il faut qu'il y ait une nécessité au traitement et aussi toujours une idée proportionnée. Et la CNIL a, vous avez dû en entendre parler, je crois que ça a été publié à plusieurs reprises, la CNIL a réagi, a été interrogée par la région en retard, hein, elle a été interrogée après que la région ait commencé à mettre en place les portiques de reconnaissance faciale, enfin, en tout cas au moins la structure, l'infrastructure, et après que les associations dont je parlais tout à l'heure les attaquaient en justice. La CNIL a pris une décision, enfin pas une décision, mais a envoyé un courrier au président de la région qui l'avait interrogé pour lui indiquer que ce projet qui prévoyait donc la reconnaissance faciale des lycéens pour accéder au lycée, et deuxième chose, il y avait également un suivi du parcours des lycéens et des tiers qui rentraient dans le lycée, donc un suivi via les dispositifs de reconnaissance faciale et de caméra dans le lycée pour analyser le parcours et voir s'ils allaient bien là où ils étaient censés aller. Alors la CNIL s'est prononcée uniquement sur la reconnaissance faciale, mais elle a considéré qu'en l'état, ce projet n'était pas proportionné pour plusieurs raisons, mais notamment le fait que, alors je vous rappelle qu'on parle de lycéens, donc on parle de mineurs, et en matière de données biométriques de mineurs, le droit est quand même plus strict que lorsque c'est des données qui ne sont pas biométriques et qui concernent des majeurs. Mais elle a estimé de manière assez simple, et en fait je pense que vous avez réalisé la même chose de votre côté, que finalement, moi il n'y avait pas de reconnaissance faciale quand j'étais au lycée. Je pense que c'est la même chose pour l'ensemble des gens dans cette salle, et pourtant il y avait quand même un contrôle à l'entrée. Un contrôle qui était réalisé avec soit un badge, soit simplement un surveillant qui s'assurait qu'il n'y avait pas des personnes extérieures qui rentraient dans le lycée. Et donc ce que la CNIL a dit, c'est qu'il était tout à fait possible d'assurer un contrôle tout aussi efficace pour assurer la sécurité des lycéens qu'avec la reconnaissance faciale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en matière de données biométriques, on est sur des données qui sont particulièrement sensibles. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour une raison simple, c'est que vous ne pouvez pas en changer. Votre visage, vous ne pouvez pas le changer. Vos empreintes digitales, vous ne pouvez pas en changer. Votre ADN, vous ne pouvez pas le changer. L'iris de vos yeux, vous ne pouvez pas le changer. Alors qu'est-ce que ça pose comme problème? Un mot de passe, vous pouvez le changer. Un mot de passe, vous apprenez que vous êtes inscrit sur un site internet, ce site internet a une sécurité défectueuse, il stockait des mots de passe en clair, il se trouve qu'il s'est fait pirater, votre mot de passe il est dans la nature, c'est bien évidemment celui que vous utilisez aussi sur d'autres services parce que vous n'avez pas voulu en changer. Votre premier réflexe c'est quoi? C'est de le changer. Vous pouvez le changer. Vos empreintes digitales, c'est pas le cas. Votre visage non plus. Et toutes les données biométriques, de manière générale, vous ne pouvez pas en changer. C'est pour ça que c'est des données particulièrement sensibles. C'est parce qu'on ne peut pas en changer. Et donc c'est la deuxième raison qui a conduit la CNIL à considérer que ce projet n'était pas conforme au règlement en vigueur. Et enfin, ce que je disais il y a quelques instants, c'est que on est sur des publics qui sont censés être fragiles. Hein. Les mineurs sont censés être plus fragiles que des majeurs. Et donc ils méritent une protection plus importante. Et donc c'est pour ces raisons que la CNIL a fait part de ses doutes sur la légalité du projet. Alors j'ai pas beaucoup d'informations plus que ça, le recours est en cours, je peux pas en dire beaucoup plus, il faudra suivre l'actualité dans le courant de l'année, il devrait y avoir une réponse du tribunal administratif, les associations qui ont porté ce recours communiqueront dessus sans aucun doute, il y aura un jugement qui sera rendu, je ne veux pas préjuger de ce que jugera le tribunal parce que c'est toujours un exercice qui est délicat et périlleux, mais ce qui est certain c'est qu'il y a quand même des arguments juridiques à faire valoir, et ça n'est pas parce que
je préfère le dire, il faut faire attention. Quand un recours est rejeté, ça ne veut pas forcément dire qu'il est possible de faire la même chose ailleurs. Il faut faire très très attention avec ça. C'est pas parce qu'un tribunal rejette un recours que nécessairement le dispositif mis est légal. Il y a peut-être des arguments qui n'ont pas été faits valoir. Le tribunal a pu se tromper aussi, c'est pour ça qu'après il est possible de faire un appel et d'aller en cassation devant le Conseil d'État. Et puis parfois il y a des circonstances particulières qui peuvent justifier certaines possibilités. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Mais bon, on verra de toute façon ce que jugera le tribunal. En termes d'actualité, il y a aujourd'hui dans d'autres régions en France, d'un point de vue local, des municipalités, des régions, parfois des départements qui s'interrogent sur l'opportunité de mettre en place des dispositifs, soit de vidéosurveillance intelligente, soit de vidéosurveillance automatique, soit de reconnaissance faciale. Alors qu'est-ce que c'est que la différence entre les trois ? La vidéosurveillance automatique, c'est simplement le fait d'avoir un dispositif de surveillance, de vidéosurveillance, qui pourrait, qui peut suivre certains trajets, certains endroits. La reconnaissance faciale, c'est carrément le fait, lorsque vous passez devant l'objectif, de pouvoir mettre en relation votre portrait avec une identité. Donc le fait que c'est telle madame, tel monsieur, c'est telle personne. Donc on met en relation, donc on arrive à vous identifier, ou à minima de vérifier que vous ne faites pas partie d'une des listes des personnes qui sont recherchées ou suspectées, en tout cas qui sont recherchées. Et la vidéosurveillance intelligente, c'est un peu entre les deux, et c'est l'idée d'avoir, c'est pas forcément de la reconnaissance faciale, mais c'est un système de vidéosurveillance qui est couplé avec un dispositif technique qui permet d'avoir un suivi fin de, par exemple, lorsque vous avez des déplacements, la caméra qui va vous suivre, mais sans vous identifier directement. Ça, c'est plus de la vidéosurveillance intelligente. Voilà les trois dispositifs. Et aujourd'hui, de plus en plus, on entend, alors je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, ça serait fastidieux, mais vous pouvez vous rendre sur la plateforme dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a la documentation qui permet de prendre conscience de cette volonté. Il y a une volonté des conseils municipaux un peu partout en France de mettre en place ce genre de dispositif, pour des raisons sécuritaires, essentiellement, pour des raisons politiques, parfois un peu populistes. On met souvent en avant le fait que la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale va résoudre tous les maux de la société, ce qui n'est absolument pas vrai. Ça n'empêchera pas non plus la commission d'infractions. Et en réalité, souvent, on est à mi-chemin entre le fantasme sécuritaire et l'argument populiste. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour s'en... Alors, oui, on me demande effectivement de vous parler de l'application Alicem, dont vous avez peut-être entendu parler. Le projet Alicem, c'est également donc ça a pris la forme d'un décret d'un point de vue juridique qui a également été attaqué par la Quadrature. Donc l'affaire est en cours, c'est devant le Conseil d'État. Alors Alicem, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui est en train d'être mis en place par le gouvernement, qui prend la forme notamment d'une application sur téléphone portable. Et l'idée, c'est de permettre de s'identifier pour accéder à des services en ligne. Alors, ça va des services publics. Et l'idée, c'est d'arriver à s'identifier sur l'ensemble des services en ligne. Aujourd'hui, je sais peut-être que vous le savez, mais il y a un certain nombre de services de l'État qui sont interconnectés. Lorsque vous identifiez sur un, vous pouvez être identifié sur les autres. Par exemple, vous identifiez sur le site des impôts, et grâce à cette identification sur le site des impôts, vous allez pouvoir vous identifier sur le site de la préfecture qui concerne les cartes grises, par exemple, de manière à rééditer votre carte grise ou d'autres sites. Et l'idée, c'est d'avoir, ça fait longtemps qu'on parle de cette problématique de l'identité en ligne et de le fait de pouvoir vérifier l'identité d'une personne en ligne. Donc il y a plusieurs moyens d'y arriver, plus ou moins sûrs. Et le projet Alicem, c'est de créer une application qui permettrait de s'identifier sur tous ces services officiels et peut-être aussi à terme, pourquoi pas sur d'autres services et pourquoi pas même sur des services bancaires ou des services privés, mais en tout cas au moins sur les services de l'État. Et alors ça a fait beaucoup de bruit parce que l'identification proposée par Alicem, c'était une identification par reconnaissance faciale.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'idée c'était simplement de... Alors il y avait, bien évidemment, il fallait constituer une base de données parce que aujourd'hui, en tout cas, au moins officiellement, l'État ne dispose pas d'une base de données qui soit suffisamment précise, qui permette de mettre en corrélation un visage avec une personne. Alors il y a plein de fichiers, vous avez le fichier thèse, vous avez des dizaines, voire des centaines de fichiers de police et de fichiers de sécuritaire, mais officiellement, le gouvernement ne disposerait pas d'une base suffisante qui permettrait de faire le lien. Et donc il y aurait un acte positif de votre part, de manière au départ à créer une identification avec, par exemple, en fournissant un document d'identité, et puis derrière, à chaque fois que vous voudriez vous identifier, il faudrait que vous preniez votre téléphone et puis vous faites une identification par reconnaissance faciale. Et donc nous, on s'est, la Quadrature et d'autres d'ailleurs, mais surtout la Quadrature là-dessus a été très en pointe sur ce combat. Pour plusieurs raisons, et notamment pour une raison simple qui est qu'il n'y avait pas d'alternative. Dans l'ICEM, vous étiez obligé de vous identifier par reconnaissance faciale et vous ne pouvez pas vous identifier via un autre moyen. Et cette absence d'alternative, ça pose un problème parce que normalement, il faut toujours que vous ayez une alternative pour vous identifier que la reconnaissance faciale, parce que la reconnaissance faciale est fondée sur un traitement biométrique et vous devriez toujours pouvoir le refuser. Parce que lorsqu'il y a un traitement de données personnelles, je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'il soit licite. Et cette licéité, il faut qu'elle soit fondée sur une base légale. Et une de ces bases légales, c'est notamment le consentement, le fait de consentir. Vous acceptez. Vous acceptez que vos données soient traitées. Alors ce consentement, il est bien souvent illusoire. Parfois on est un peu forcé d'accepter, mais en tout cas c'est plus ou moins une fiction juridique. Parfois il peut être réel. Mais à partir du moment où c'est basé sur le consentement, il faut que vous ayez une possibilité de refuser et d'avoir la même finalité, d'accéder à la même finalité via un autre moyen. Et donc si vous avez un dispositif d'identification qui ne fonctionne que sur la reconnaissance faciale, eh bien vous n'avez pas d'autre moyen, et donc votre consentement, il n'est pas libre, il n'est pas éclairé. Et c'est un des arguments principaux qui avait été mis en place en avant par la Quadrature. Encore une fois, la Quadrature publie tous ses recours. Si vous êtes intéressé pour rentrer plus dans le détail de l'argumentation juridique, mais qui est un peu fastidieuse, vous pouvez le consulter, c'est en libre accès sur son site internet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est inquiet à juste titre de ces évolutions, de ces dérives? Alors, il y a plusieurs manières de faire. D'abord, la première chose, en fait, la première manière de lutter contre ces dérives, à mon avis, c'est la manière politique. Ce sont des choix politiques. Le fait de mettre en place de la vidéosurveillance, le fait de mettre en place de la reconnaissance faciale, le fait de mettre en place des fichiers, le fait de mettre en place de la sonorisation dans les rues, c'est des choix politiques. Et ces choix politiques, ils prennent forme dans nos institutions. Alors que ce soit dans le conseil municipal, que ce soit à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement, ou que ce soit le gouvernement qui fasse œuvre de proposition, à chaque fois, c'est des choix politiques. Et ces choix politiques, eh bien, individuellement, en tant que citoyen, on a un droit de regard. Et donc on peut très bien assister, vous avez le droit d'assister au conseil municipal, vous n'avez pas le droit de prendre la parole si vous n'êtes pas élu, mais vous avez le droit d'y assister, vous avez le droit de vous exprimer en ligne, vous avez le droit de former des collectifs, vous avez le droit de publier sur Internet, vous avez le droit de faire entendre votre voix. Donc le premier choix, c'est un choix politique, et ensuite vous avez le droit d'exprimer votre choix dans les urnes. Je vous rappelle que les élections municipales, c'est dans 2 mois. Si vous n'êtes pas content avec les choix d'un candidat, peut-être qu'il faut soit se reporter sur un autre, soit si ils sont tous les candidats sont pour ce genre de dispositif, à ce moment-là, eh bien, c'est peut-être le signal qu'il faut créer une alternative. Et donc se regrouper et pourquoi pas proposer une liste alternative et tenter sa chance dans les urnes. En tout cas, pour moi, la première des actions, elle est politique. La deuxième des actions, elle est informationnelle, éducationnelle, c'est un petit peu le fait de diffuser des informations, alors dans le cadre de discussions, débats comme aujourd'hui, mais également auprès de tout un chacun, dans son cercle familial et dans son réseau social, dans son cercle professionnel, et d'alerter de sensibiliser les gens là-dessus. Et ensuite, effectivement, il y a ensuite la voie juridique.
Alors, quelles sont les armes juridiques à notre disposition lorsque on est inquiet par ce genre de dispositif et qu'on souhaite lutter? Il y en a plusieurs. Alors, la base légale la plus importante, à mon sens, c'est effectivement le RGPD, en sachant que le RGPD, il ne s'applique pas en matière de police-justice, pour tout ce qui concerne les traitements qui sont spécifiques à la police-justice, donc on peut parfois être un petit peu à cheval. Il y a une autre loi européenne qui s'appelle une directive européenne, qui date de 2016, comme le RGPD. Et donc c'est pas tout à fait les mêmes règles, mais c'est quand même assez proche. Mais c'est juste pour que vous ayez cette idée en tête, c'est qu'il y a une autre loi qui est spécifique au niveau de l'Union européenne en matière de traitement de données dans le giron du domaine de la police et de la justice. Donc on a ces armes-là, et alors comment est-ce qu'on les fait valoir? Quelles sont les voies de droit? Alors déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'alerter la CNIL. La CNIL, c'est son rôle bien évidemment un rôle de prévention, mais également un rôle de sanction, et donc de réception des plaintes de n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'avoir d'intérêt à agir, n'importe qui peut saisir la CNIL. Elle peut être saisie de manière très simple, en ligne. Il y a un formulaire sur son site internet, elle peut être saisie par mail ou elle peut être saisie éventuellement par courrier. Donc vous pouvez faire une plainte de manière très 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 simple. Et éventuellement ensuite la CNIL, elle va instruire cette plainte et elle va regarder si oui ou non on rentre, est-ce que le RGPD s'applique, est-ce que c'est la directive police-justice qui s'applique, est-ce qu'il y a potentiellement une infraction ou pas. Elle va faire un travail d'analyse et elle va rendre éventuellement, elle va décider soit de poursuivre, soit éventuellement de classer la plainte si elle estime qu'elle n'est pas fondée. Mais donc il y a une possibilité avec un organisme qui est spécialisé là-dedans. La CNIL, elle est spécialisée sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et donc ça va être le premier réflexe, c'est la CNIL. L'autre possibilité, elle est un peu plus contentieuse, c'est de faire des recours en justice, un peu comme ce dont je suis en train de vous parler, ce que fait certains collectifs, ce que font certaines associations. Et la première chose à savoir, c'est que les délibérations des conseils municipaux, les délibérations des conseils régionaux ou des conseils départementaux, ce sont des actes administratifs qu'on peut attaquer devant le tribunal administratif local. Alors ça, vous pouvez vous fonder en collectif, parce que c'est des recours qui sont quand même un peu denses, un peu complexes. Mais si vous êtes intéressé par ces questions-là, vous pouvez vous regrouper, former des collectifs, et puis vous pouvez aller contester la légalité de ces actes en justice. Alors normalement, vous avez un délai de 2 mois à partir de la publication de la délibération pour l'attaquer, donc il faut quand même être assez rapide, mais c'est tout à fait possible de tenter sa chance en mettant en avant le RGPD ou la directive police-justice. Alors ça demande effectivement certaines connaissances juridiques, donc c'est pour ça que il vaut mieux se former en collectif, parce que c'est quand même plus facile d'avoir des connaissances juridiques de cette manière-là. Et puis vous pouvez aussi, via la plateforme Technopolis dont je parlais, remonter certaines informations. Et puis la Quadrature a une activité contentieuse assez importante. Elle peut très probablement donner un coup de main, voire se joindre, sans préjuger de ce qui sera décidé après. Mais c'est quelque chose qu'elle fait quand même assez régulièrement. Donc je pense qu'en tout cas elle serait ravie de donner des conseils et d'aider autant qu'elle le peut. Et ensuite, une fois que vous faites ce genre de recours, après ça peut aller très loin, ça peut aller, si vous avez des arguments de droit de l'Union européenne, ça peut aller devant les juges européens, devant la Cour de justice de l'Union européenne qui est à Luxembourg. Si vous avez des arguments d'ordre constitutionnel, ça veut dire que vous faites appel à la Constitution, ça peut aller devant le Conseil constitutionnel qui est à Paris. Bon, après là je rentre pas trop dans le détail, mais c'est juste pour vous donner une petit aperçu de ce qui est possible. Donc après ça devient un peu foisonnant, ça peut devenir un peu technique d'un point de vue, sur la technique juridique, mais rien n'est inaccessible. Et en tout cas, moi ce que je dis souvent, c'est que on a des droits qui nous sont reconnus, mais ces droits-là, si on n'essaye pas de les exercer et de les rendre effectifs, ils ne seront jamais effectifs. La seule manière de faire exercer ces droits, c'est d'aller se battre et d'aller les faire valoir en justice. C'est la seule manière. Et donc je crois que la voie du contentieux, la voie des actions juridiques, elle est en tout cas à considérer.
Et vous avez au moins ces deux voies-là qui sont... Alors voilà ce que je pouvais vous dire pour vous brosser. Je pense que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. Je sais pas... mesure où nous, on a en fait demandé à ce que la CNIL intervienne, parce qu'on savait très bien, alors que le maire nous disait qu'il les avait contactés, ils n'avaient rien fait de tout ça. C'est justement les du net qui nous ont permis de voir, parce qu'on avait les échanges de mails par exemple, et on voyait que les gars n'avaient fait aucune démarche auprès de la CNIL. Donc nous on a insisté là-dessus. S'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont participé à une manif qu'on a faite dans le quartier de Tarentaise-Beaubrun en mai, le 11 mai, après on a fait une pétition, etc. Et ça a amené la mairie, du coup, ils n'expliquaient rien et ils n'informaient pas la population et donc ils estimaient qu'ils allaient faire passer leur truc tranquille, voilà. Donc on les a forcés à venir sur ces terrains, d'abord expliquer, et ensuite faire son recours auprès de la CNIL. Donc nous, en gros, l'opération s'est limitée à ça, à cette décision de la CNIL, qui nous a d'ailleurs surpris par une certaine qualité, parce qu'il faut dire que sur ce sujet des micros, ils ont eu un raisonnement juridique qui nous paraissait assez intéressant. Il faut voir que c'était la première fois qu'il y avait une action de ce type en France. Il y a eu des tentatives d'implantation de micros, mais il n'y a pas eu de contentieux là-dessus. Et donc l'avis de la CNIL a suffi pour stopper à ce stade le truc. Dans la région PACA, les choses sont différentes. Alors d'une part, il nous a semblé que l'avis de la CNIL était beaucoup moins ferme pour affirmer des droits. Ils ont fait par exemple, à notre connaissance, on n'a eu qu'un communiqué et pas un avis argumenté comme on l'avait connu ici. Et on a tendance à interpréter, c'est logique, en se disant que dans le même temps, il y avait le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui annonçait que il voulait laisser les expérimentations sur la reconnaissance faciale parce qu'il y avait des industriels en France qui étaient experts là-dedans, et ils emploient même le terme, eux, de reconnaissance faciale éthique, ce qui veut tout dire. Il y avait ce positionnement politique qui a sans doute gêné à une export ça. La CNIL, il n'y a pas que des défauts dans la CNIL. Il peut y avoir un travail de fond, notamment parce qu'ils ont un labo qui fait des recherches en matière de droit, et nous, ça nous a servi parce qu'ils avaient travaillé beaucoup sur les assistants vocaux. Qui sont un sujet totalement neuf. Les assistants vocaux, c'est OK Google, vous connaissez, Alexa, etc. Ces trucs, la commande vocale à distance, oui, voilà, notamment des enceintes connectées et tout ça. Donc ils avaient sorti tout un argumentaire juridique qui était intéressant parce qu'il rattachait la voix, ce qui était le cas à Saint-Étienne, à des traitements juridiques déjà engagés sur d'autres plans. Par exemple, la voix pour eux, c'est du droit à l'image, ce qui n'est pas évident a priori, mais qui est pratique, parce que le droit à l'image, il y a toute une législation en la matière qui permet quand même de limiter les excès en la matière. Donc oui, je me suis un peu perdu là peut-être. Là, à Saint-Étienne, il y a eu ça. Il y a eu ce travail il nous a semblé très sérieux de la CNIL. On a moins senti une volonté vraiment juridique affirmée au niveau de la région PACA, mais donc dans la région PACA, ils en sont à un stade après, puisque Alexis, ici présent, donc représente les organisations dont on a parlé tout à l'heure, pour aller en justice, et donc ils ont fait un recours en justice au tribunal administratif. Donc on est dans deux situations juridiques différentes. Voilà. Autre chose aussi, sur Alicem, il faut quand même dire que le projet du gouvernement, c'est qu'en 2022, il n'y aura plus que des
tous nos rapports avec l'administration passeront systématiquement par le numérique. Donc cette application de reconnaissance faciale a un côté, disons-le à la chinoise, hein, c'est-à-dire qu'on viendrait à ce moment-là dans des systèmes où pour tous les contacts avec l'administration on serait systématiquement reconnu facialement, même si normalement il y a une alternative qui doit être mise à disposition, mais pour le moment c'était pas le propos. D'où l'argumentation développée par la Quadrature du Net pour demander une alternative, c'est ce que tu as expliqué. Voilà. Bon, donc c'était pour situer un peu, donner ces éléments complémentaires. Bon, d'autres, tu vois des trucs, toi, à dire? Et après, on peut aborder la question du débat. Hein, donc, donner la parole à la salle. Il n'y a qu'un truc, le micro, ah oui. Ah oui, si, il y a un truc quand même à vous dire, c'est la plateforme Digital Saint-Étienne. Donc cette plateforme Digital Saint-Étienne, qui est mise en expérimentation sur les seuls quartiers de Tarentaise-Beaubrun pour le moment. Il faut dire que les micros, comme cette application, comme cette plateforme, sont financés sur fonds publics par l'ANRU, hein, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Cette plateforme, alors, a été acceptée par l'ensemble des élus de Saint-Étienne sur des bases assez foireuses à mon sens, à savoir qu'à chaque fois on leur présente en conseil municipal ou en conseil de métropole un texte où on leur dit bon ben voilà, il y a tel élément qui va être traité dans la base de données qui est mise en place, qui concerne la consommation, la maîtrise de la consommation. Donc par exemple les feux de circulation ou le chauffage des bâtiments publics dans la ville. Et puis, incidemment, quand on regarde un peu plus la documentation, on s'aperçoit que, par exemple, les données issues des données. Alors, cette base de données, à l'origine, elle est destinée à fusionner les bases de données existantes dans la ville, toutes, dans la métropole, et également de toutes les structures qui ont des marchés... enfin des délégations de pouvoir de la part de la métropole ou de la ville. Donc ça fait du monde. Dérive en la matière, c'est une base de données qui a été implantée aux Pays-Bas, qui, elle, sert carrément à la surveillance des populations pauvres, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on repère les fraudeurs, puisque les fraudeurs, bien sûr, ne seraient que chez les pauvres, et on les repère par ces bases de données qui permettent de recouper toute une série d'informations données de vie, y compris les compteurs électriques aussi. Bon, donc on est dans des dispositifs. Alors bien sûr, nous on n'a pas ces informations sur cette base de données qui sera gérée par Suez, qui est gérée par Suez, parce qu'en fait, elle a démarré déjà en 2018. Hein. Donc pour le moment, on n'a pas assez d'éléments, si vous voulez, pour vraiment s'attaquer à ce dossier. Et ce qu'on va faire, c'est, parce que la Quadrature du Net a une grande habitude de ça, ils passent par la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, qui est c'est une autorité administrative indépendante, oui, et qui permet une certaine transparence sur les actes administratifs de l'État ou des collectivités territoriales. Donc on va d'abord faire avoir cette initiative de passer par la CADA pour demander communication de toute une série de documents sur cette base de données, et après on verra ce qu'on peut faire à partir de là. Mais on craint les dérives dans ce type, donc on ne va pas fantasmer plus que ça, mais on peut craindre des dérives en la matière et se poser quand même la question de savoir pourquoi Suez va s'occuper d'une base de données sur des matériels qu'ils n'exploitent pas, parce que les feux, c'est pas eux qui les exploitent, les bâtiments publics, ce n'est pas eux qui les gèrent. Donc pourquoi ils vont se mêler de trucs comme ça, c'est quand même un peu suspect. Donc, ce qu'on fait, on passe aux questions.
Allô. Je voudrais vous parler de le traçage des téléphones dans la commune de Lannion, en Bretagne, aurait eu lieu cet été pendant un mois, sans que personne ne soit au courant, même dans le conseil municipal, ils n'étaient pas au courant. Il y a eu un article dans ce qu'il faut détruire, et aussi je crois que Technopolis en a parlé aussi, il me semble. Ma question est qu'ils sont passés de manière en douce, hein, ils ont fait leur truc sans en parler nulle part, et ils passent comme ça en force. Est-ce que ça va pas être, ce qui s'est un peu passé à Saint-Étienne, est-ce que ça va pas être une sorte de norme un peu partout, et comme on va être dépassé par la quantité de tentatives comme ça de passage en force, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je n'ai pas connaissance du cas particulier dont vous citez, mais oui, en fait, il y a une forme d'opacité qui est assez simple, hein. L'administration, d'une manière générale, est assez opaque. Alors depuis quelques années, elle essaie d'être un peu plus transparente, mais elle a une culture de l'opacité. Et c'est vrai que s'il y a des actes matériels qui sont faits sans laisser de traces juridiques, après on ne peut pas faire grand-chose. Il faut arriver à le prouver, il faut des témoignages, c'est assez compliqué. Un des moyens qui est utilisé, c'est ce que vient d'être dit par Denis, c'est le fait de faire des demandes CADA. Mais c'est vrai que ça peut être un peu long. Si on se heurte à la résistance de l'administration, ça peut prendre du temps. Et ça ne fonctionne que s'il y a des documents administratifs derrière. S'il n'y a pas de documents, et j'ai l'impression que le cas que vous êtes en train de mentionner n'a pas de documents, alors à ce moment-là, il faudrait arriver à remonter l'information, savoir d'où ça vient, quelles sont les sources, est-ce qu'il y a des documents, des preuves, et puis on verra. C'est assez difficile de... Enfin, la question est assez ouverte, hein, je crois, j'entends de manière assez ouverte en tout cas. Est-ce que ça va être le droit commun demain de la manière de faire commune? Peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que s'il y a des actes de cette sorte-là qui sont commis sans laisser aucune trace, eh bien, on aura du mal à lutter contre, ça c'est sûr, mais j'ai du mal à croire que ça puisse vraiment laisser aucune trace. Je crois qu'à Saint-Étienne, il y avait quand même une délibération à l'origine du projet. Donc c'est-à-dire qu'il y a une trace juridique derrière, il y a quand même il y a quelque chose. Alors là, vous dites que les conseils municipaux ne sont pas au courant. Donc oui, mais il y avait une trace, on avait une preuve de ce que c'était un projet. Ah bon? Oui. Ah bah alors il doit y avoir une trace quelque part. Si c'est le cas, ça doit y avoir une trace quelque part. Mais je ne sais pas à quoi vous dire beaucoup. Enfin, j'ai pas beaucoup plus de réponses que ça à vous faire. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'a priori, le fait de tracer, il y avait eu un cas il y a quelques années, alors je me souviens plus des détails, mais à la Défense, il y avait eu une expérimentation, ils avaient voulu tracer, c'est pareil, tracer les téléphones portables des personnes qui passaient, alors je crois que je sais plus quelle technologie ils utilisaient, de manière à repérer les trajectoires des gens et pour, bien sûr, dans une logique d'optimisation des flux, hein, toujours pareil. Et de mémoire, mais je vous dis ça il y a quand même quelques années, mes souvenirs sont vagues, mais la CNIL avait réagi, alors de quelle manière, je ne sais plus si c'était une décision, un courrier, j'en sais rien, mais elle avait réagi en disant que ce type de pratique n'était pas conforme au droit en vigueur à l'époque, était donc avant le RGPD, mais parce que la France a déjà des règles en matière de protection des données à caractère personnel depuis 1978, donc en réalité il y avait une grosse partie des règles, enfin une bonne partie des règles qui sont dans le RGPD qui existent depuis longtemps, mais n'étaient pas conformes. Et je sais que l'expérimentation s'était arrêtée. J'en sais pas plus. Il faudrait regarder de ce côté-là, mais en tout cas, effectivement, le traçage des téléphones comme ça, pour quelle finalité? Enfin, c'est là, la manière dont vous le décrivez, ça ne me semble pas du tout être conforme aux règles en vigueur. Après, il faut regarder dans le détail, mais normalement, il faut quand même qu'il y ait une base légale, il faut qu'il y ait une finalité déterminée derrière. Là, j'ai du mal à voir quel était l'objectif. C'est le même qu'à la Défense, c'était de repérer les flux, c'était quoi, de contrôler les accès, je sais pas, j'ai pas plus d'informations.
Oui, mais donc de quoi, de connaître l'identité des personnes sur le territoire ou d'avoir, est-ce que ça allait jusqu'à... Il faudrait voir dans le détail. Mais les personnes étaient identifiées au préalable ou un... Le numéro MAC par adresse MAC, ouais. Et c'est ce qui a fait que la CNIL n'a pas voulu. J'en sais pas plus, il faudrait regarder en détail, mais effectivement là spontanément ça ne me semble pas, je vois pas comment ça pourrait être conforme aux règles en vigueur. Ils essayent. Ok. D'autres... oui, vas-y. Je note les noms. Oui, moi c'était une première question qui était un peu informative. Je pense que le degré de connaissance dans la salle est peut-être variable, notamment sur le projet Saint-Étienne. Donc peut-être de revenir sur le projet d'installation de micro, qu'est-ce qu'il recouvrait précisément, où s'en était son développement, et aussi sur l'avis qui a été prononcé par la CNIL. Denis, tu disais que c'était un avis qui était sur le fond intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant de la contestation, quels étaient les arguments qui étaient apportés. Et puis après deux petites questions. L'une qui était sur l'installation donc de ces mécanismes de reconnaissance faciale à Marseille, ou dans la région PACA. C'est porté par quelle entreprise? Parce que là justement on voit bien qu'il y a des entreprises privées derrière. Dans l'occurrence c'était qui? Et puis après je me posais la question du RGPD. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement en termes d'outils de défense? Parce que je sais qu'il a été aussi critiqué au moment de sa discussion. Est-ce que par exemple le fait que maintenant on ait un cadre commun à l'échelle de l'Union européenne, ça donne aussi des outils en termes de défense? Le fait de pouvoir peut-être s'appuyer sur ce qui se fait d'expérience antérieure d'autres pays? Alors, rapidement sur le projet, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais je commence, peut-être que tu pourras compléter. Le dispositif, c'était donc la sonorisation de certaines rues. Donc il y avait la mise en place c'était pensé pour mettre en place des micros dans certaines rues, et ces micros devaient s'activer uniquement lorsqu'ils percevaient certaines catégories de bruit, qu'il y avait une typologie qui était dressée, et donc ça allait du bruit de verre jusqu'à l'éclat de voix, et le bruit des oiseaux, tu disais, je me souviens plus exactement, mais il y avait une liste assez précise. Mais et c'est ce qu'a relevé la CNIL à très juste titre, c'est que il ne peut pas y avoir un micro qui ne s'active que lorsqu'il perçoit des bruits. Pour percevoir les bruits, il doit être activé. Alors après, peut-être que l'enregistrement derrière n'est pas activé, mais en tout cas, la perception, pour percevoir, il faut bien que le micro soit activé. Si là, j'éteins le micro, vous n'allez plus m'entendre, et ne percevra rien. Et ça, la CNIL l'a bien noté, et effectivement, dès lors qu'il y a perception du bruit, après, la question c'est de savoir, est-ce qu'on rentre dans la typologie qui dressait des bruits qui étaient soi-disant, en tout cas qui étaient d'un intérêt particulier, mais pour percevoir même le bruit, il faut que le micro soit en marche. Donc il était possible, et c'est ce que la CNIL a relevé dans son avis, de percevoir des conversations de personnes qui étaient à proximité, parce que le micro aurait pu tout à fait alors peut-être qu'il ne les aurait pas enregistrés, mais en tout cas il était à minima possible de les percevoir. Dans le projet initial, il me semble que ce dispositif devait être relié non seulement à de la vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'il avait une possibilité une fois que le bruit était perçu, d'activer des caméras. Alors il y avait la question de savoir si c'était automatique ou pas, mais en tout cas d'activer les caméras pour avoir un contrôle visuel de ce qui se passait dans la zone, pour avoir plus d'informations. Est-ce que c'est une fausse alerte? Est-ce que c'est simplement je sais pas, un chat qui s'est battu avec un autre chat, ou est-ce que effectivement il y a vraiment une rixe ou un problème? Dans le projet initial, il était même prévu qu'il y ait des drones qui puissent éventuellement décoller pour aller vérifier. Voilà, moi j'ai pas beaucoup plus à dire sur l'installation du projet. Est-ce que tu veux rajouter? Il y a des compléments. Alors bon, il y a effectivement le fait qu'il disait que c'était miraculeux, ça s'allumait qu'au moment où il y avait un bruit qui était émis, ce qui était un peu surprenant. Mais la CNIL a aussi noté que, par exemple, il prétendait que ça n'enregistrait pas les voix humaines. Or, la CNIL a souligné que un micro enregistre tout ce qui vient, quoi. Il n'est pas capable de faire et il va pas cibler les voix humaines ou celles qui ne le sont pas. Les bruits non humains.
Déjà c'était un truc qui marchait pas. Il y avait aussi le fait qu'eux vendaient l'idée que c'était qu'une expérimentation et que donc ça devait ne pas relever de la même législation qu'en usage normal. Ça, la CNIL a dit, il n'y a pas d'expérimentation qui tienne. Dès qu'on utilise ce type de dispositif, c'est un usage normal. Il y avait un autre point aussi qui était sur l'enregistrement. Alors, est-ce que les voix a été enregistrées ou pas? La CNIL ne raisonne pas sur l'enregistrement en tant que tel, mais sur le traitement. Et donc, le traitement, ça veut dire que ça peut être un enregistrement à court terme, transitoire, ou un enregistrement plus long, peu importe, on s'en fout. C'est l'idée du traitement. Et donc la CNIL a dit, mais forcément s'il y a une mise en connexion avec les caméras, il y a un traitement, et donc ça veut dire que il y a bien... Enfin, ils n'ont pas parlé d'enregistrement, mais pour eux, ça allait de soi, quoi. Il y avait enregistrement. Sur l'histoire des drones, il faut y revenir parce qu'en fait, il y avait effectivement ce projet de drone qui décollait automatiquement et qui allait sur l'endroit concerné. Et là, ils se sont heurtés à un problème tout bête, c'est-à-dire qu'ils ont demandé l'autorisation de la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui leur a dit, mais pour les drones, il faut qu'il y ait un pilote en fait. C'est-à-dire un gars qui contrôle l'usage du drone. Ce qui se passe d'ailleurs à Istres, parce que à Istres, qui est une ville du sud, vers Marseille, ils ont des drones. Et d'ailleurs, petit point de vue, les drones à Istres étaient soi-disant là pour faire de la prévision en termes d'incendie, puisqu'ils ont eu beaucoup d'incendies de feux de forêt, et en fait ils sont utilisés, c'est une analyse de je sais plus qui, de peut-être Laurent Muchelli qui l'a fait, qui est un universitaire marseillais spécialisé dans les questions de vidéo. Et Laurent Muchelli avait noté que en fait 70% du temps de vol de ces drones c'était de la surveillance de manifestations en fait. Donc les feux c'est vraiment secondaire. Mais eux pour le coup avaient 3 pilotes qu'ils payent, donc ça coûte très cher ces trucs, pour piloter ces drones et faire en sorte que les faire décoller, les faire ramener, etc. À Saint-Étienne, ils avaient prévu, dans une vision un peu magique, que ces drones allaient décoller absolument tout seuls. C'est futuriste, mais ça ne marche pas comme ça. Donc du coup, ils ont renoncé aux drones. À court terme, on ne sait pas, ils auront peut-être l'idée d'y revenir dans quelques temps. Voilà. Donc c'était les compléments. Je ne sais pas sur le... Oui, alors, l'entreprise qui installe le principe de reconnaissance faciale, j'avoue que j'ai un trou, mais l'information est connue, c'est quelque chose de public. En tout cas, mais je profite de cette question pour noter une chose que j'aurais dû dire tout à l'heure et que je n'ai pas fait, mais qui me semble importante, c'est que ce qu'on constate, c'est que c'est souvent les entreprises qui proposent ce type de dispositif, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le Technopolis ou la bannière Technopolis, ce sont souvent en réalité des entreprises qui, à l'origine, sont des entreprises qui développent des dispositifs militaires. Ces entreprises dans l'armement. Ce qui est le cas effectivement à Saint-Étienne. C'est Vernet-Caro. Qui, soit elles-mêmes, soit via le biais de filiales, mais qui sont en réalité des filiales un peu coquilles vides, proposent des solutions dans le cadre de la Smart City, et donc de sa déclinaison Safe City. C'est-à-dire c'est ça, la Safe City, c'est le fait de prévoir des dispositifs techniques qui permettraient d'assurer la sécurité. Et donc ça c'est important parce que c'est alors je me souviens, pour les lycées je ne sais plus si c'est le cas, donc je ne veux pas vous dire une bêtise, mais d'une manière générale c'est ce qu'on perçoit, c'est que c'est à travers donc la documentation qui est collectée de manière maintenant quasi nationale, on a des informations un petit peu partout, c'est que c'est très souvent des entreprises qui à l'origine sont des entreprises soit dans l'armement, soit dans un domaine vraiment très proche, et qui du coup proposent leurs services pour des dispositifs de Safe City. Et dernière question que vous me posiez, c'était l'apport juridique du RGPD, notamment dans sa dimension européenne. Alors,
Oui, le RGPD offre, c'est ce que je disais un peu plus tôt, il offre des armes, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que déjà, une donnée à caractère personnel, c'est une information qui permet d'être reliée directement ou indirectement à une personne. C'est-à-dire c'est extrêmement vaste. Les informations qui permettent directement ou indirectement, ça veut dire en la croisant avec une autre, de réidentifier une personne, il y en a énormément. Un traitement, c'est toute opération. Le simple fait de capter du son, ça peut être un traitement de données. D'accord ? C'est-à-dire que même si on ne l'enregistre pas, le simple fait de le capter, c'est un traitement de données. Donc il s'applique de manière extrêmement large. Le principe, c'est que les traitements de données à caractère personnel ne sont pas autorisés. C'est le principe. Pour être autorisé par exception, il faut remplir les conditions. Il faut avoir une base légale, il faut avoir une finalité déterminée, il faut que le traitement soit transparent. Il y a tout un tas de conditions. Mais par principe, la collecte et le traitement des données à caractère personnel n'est pas autorisé. D'accord ? Il faut bien penser le cheminement intellectuel à faire, c'est ça, hein, c'est pas l'inverse. Et donc il y a des armes. Maintenant, le recul européen, on ne l'a pas trop. Je sais que dans un pays d'Europe du Nord, dont là aussi j'ai à nouveau un trou, je me demande si c'est pas la Norvège ou... Non, c'est pas la Norvège parce que c'est dans l'Union Européenne, donc ça devait être le Danemark ou la Suède, il y a eu une décision ou un avis, je me souviens plus de la nature juridique, en matière de reconnaissance faciale, qui a été extrêmement critique, justement. Dont on s'est servi, je ne sais plus dans quel dossier, je sais peut-être dans le dossier de Marseille, on l'a sorti, alors je ne saurais plus vous dire la teneur exacte, mais de mémoire, c'était une décision extrêmement critique sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, justement. Donc on peut faire ce qu'on appelle du droit comparé, aller voir ce qui se juge dans les autres pays et l'utiliser en disant, vous voyez, chez nos voisins ils l'ont jugé comme ça, donc il faut juger la même chose. Ça on le fait très souvent, le droit comparé c'est une technique de base en droit et c'est très utilisé lorsqu'on a justement des textes européens parce que c'est les mêmes textes. Alors après il peut y avoir des spécificités locales sur certaines parties, sur certains points, le RGPD laisse une marge de manœuvre à chaque État. Par exemple, il y a un exemple que je peux vous donner, c'est que le RGPD laisse à chaque État décider l'âge à partir duquel les mineurs sont capables de donner un consentement libre et éclairé. Bon, ça, il y a une fourchette qui peut être donnée, mais c'est chaque État qui décide. Donc ça, effectivement, et sur d'autres points aussi, sur tout un tas d'autres points, les États ont une marge de manœuvre. Mais les points sur lesquels il n'y a pas de marge de manœuvre, le droit comparé est très utile. Et ce qui est encore plus utile, c'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est à Luxembourg, et qui donne une interprétation unifiée du droit de l'Union européenne. Et donc son interprétation s'impose ensuite aux États, et donc aux juges des États membres. Donc ça peut être utile. S'il y a d'autres questions, sociaux. Oui, là-bas. Bonsoir. Voilà, vous parlez d'une situation un peu particulière. Donc tous les. Viens dans le micro. Ok. Bonsoir. Je voulais vous parler d'une situation un peu particulière. Donc tous les samedis, je me rends régulièrement à des manifestations organisées dans un cadre un peu particulier. Régulièrement, en tout cas, ça s'est produit ce samedi, ça s'est produit lors d'autres samedis. Mon téléphone est bloqué. Donc ça signifie par exemple ce qui s'est passé ce samedi, je ne pouvais plus filmer, j'avais un écran, je l'ai là d'ailleurs, je l'ai conservé, un écran blanc, voyez. Je voulais savoir si s'il existait des outils pour bloquer les téléphones lorsque des personnes filment et si c'était légal qu'on interfère avec notre téléphone dans ce cadre-là. Merci. Alors, sur les outils, je vais peut-être laisser la parole à mon voisin de gauche. Alors sur l'existence de tel outil, j'en ai aucune idée, mais techniquement c'est pas impossible. En tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais oui, ça paraît. Enfin, je serais curieux de voir ce que ça donne en pratique, parce que c'est quand même. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. De toute façon, les fournisseurs d'accès de téléphones mobiles ont accès à vos téléphones directement, donc ils peuvent tout à fait les paramétrer à distance. Voilà. Après, sur le côté légal. On a parlé sur Internet qui s'allumaient des téléphones. C'est-à-dire des gens qui
prenaient leur téléphone pour passer inaperçus, ils se retrouvaient avec leur téléphone alors effectivement, d'un point de vue strictement technique, je pense que c'est pas impossible. Maintenant, ça me paraît un peu curieux la manière dont ça a été décrit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un encadrement légal des intrusions dans tous les terminaux de téléphone, ordinateur, etc. Mais c'est que en matière, alors c'est encadré, il y a un juge d'instruction qui doit l'autoriser, et c'est que pour certains crimes ou délits extrêmement graves. C'est pas pour le fait de filmer, alors je ne sais pas quel était le contexte exact de la manifestation, mais je doute qu'on rentre dans ces critères-là. Donc a priori, je ne vois pas quelle serait la base légale d'un tel procédé s'il était utilisé. C'est difficile pour moi d'en dire beaucoup plus parce que je vois pas trop. Mais ce qui est possible, c'est de s'introduire dans un terminal si par exemple vous êtes suspecté de criminalité en bande organisée, mais il faut qu'il y ait une autorisation d'un juge d'instruction, enfin il y a des contrôles particuliers. Mais là, je crois que c'était pas le cas, donc je suis un peu surpris. Et puis de toute façon, c'est des intrusions qui ont surtout pour objet de récolter de l'information et pas de bloquer les fonctionnalités du téléphone. Si on s'introduit dans le cas dont je parle, par exemple en matière de criminalité en bande organisée, ou je me souviens plus exactement des cas dans lesquels c'est possible, mais c'est strictement, c'est encadré. L'objectif c'est de récolter de l'information, c'est pas de bloquer la fonctionnalité de prise de photo. Donc je suis un peu dubitatif, je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus. Bonsoir. En fait, moi je voulais réagir à une des actions que vous aviez proposées pour lutter un petit peu contre les faits de surveillance un peu généralisée. Et c'est sur notamment l'action politique. À quel point vous croyez réellement quand vous dites, dans ce cas-là, allez voter? Contexte politique, social actuel, je trouve ça légèrement illusoire, on va dire, pour être aimable. Et du coup, dans ce contexte-là aussi, je répète toujours, politique sociale, quelle est notre force, nous, enfin, notre possibilité de lutte en tant que citoyen, d'aller direct à la source que sont les fabricants, c'est-à-dire par exemple, pour prendre l'exemple stéphanois de Vernet-Caron, mais on sait très très bien qu'à un moment donné, ce que certains scientifiques vont inventer côté défense va être récupéré par l'État. On se demande d'ailleurs où est l'offre, où est la demande, tellement l'un va nourrir l'autre. Mais voilà, comment citoyen, hors même peut-être des collectifs, comment on peut réellement aller là-dessus? Alors, en fait, je vais vous donner un exemple qui, je pense, est assez parlant. Je vais plutôt me concentrer sur la première partie de votre question, parce que la deuxième partie, j'ai pas tellement d'éléments de réponse, mais sur la première, il y a une personne qui, moins de 10 ans avant, était totalement inconnue des grands quotidiens nationaux, c'est-à-dire que vous ne retrouvez pas son nom, absolument. Si vous faites une recherche, par exemple, en 2007, 2008, je pense même jusqu'en 2009, vous ne trouvez pas son nom, peut-être même plus tard, et qui pourtant en 2017 a été élu président de la République. Si vous remontez en 2016, personne n'imaginait qu'Emmanuel Macron pouvait être élu président de la République à ce moment-là, si vous remontez dans ce contexte-là. Et pourtant, lui, il y a cru. Bon, il y a eu un alignement des étoiles, hein. Il a eu aussi une chance assez importante, il y a eu un contexte politique. D'accord. Alors, je pense que c'est... Dire comme ça. Je suis pas, je suis pas un expert de la question de l'arrivée, l'élection d'Emmanuel Macron. Je suis pas du tout un spécialiste de la question. Simplement, moi, ce que je constate, c'est que il était inconnu non seulement du grand public et des grands journaux, moins d'une décennie avant son élection à la présidence. Alors après, je ne sais pas à quoi vous faites exactement référence. Ce que j'essaie d'expliquer par cet exemple, c'est qu'alors même qu'il y avait
comment dire, les pronostics étaient contre lui, il a bien réussi à être élu président de la République. Et dans son sillage, il a emporté l'élection d'énormément de députés qui étaient complètement inconnus du grand public. La plupart des députés, alors il y en a tout un tas qui viennent d'anciens partis, qui se sont ensuite, que ce soit à droite ou à gauche, qui sont ensuite allés dans la République En Marche, mais la République En Marche a compté également des primo-députés. Alors bien évidemment, c'est grâce à la locomotive de Global, l'élection, etc., c'est grâce à ça qu'ils ont été élus, ça il n'y a pas de doute, mais ce que j'essaie de montrer par cet exemple, c'est qu'en réalité, ben oui, la politique, parfois, on ne contrôle pas et on peut avoir un impact. C'est sûr que individuellement, chacun de notre côté d'entre nous, on n'a pas un pouvoir énorme, mais c'est via l'agrégation de chacune de nos individualités, de nos pouvoirs individuels, qu'on arrive à faire bouger les choses, et notamment via la constitution de collectif. Donc oui, moi je suis convaincu que, alors, si vous êtes toute seule à vous bouger, c'est sûr que vous n'aurez pas un grand impact. Par contre, s'il y a un nombre suffisamment important de personnes qui se mobilisent, je suis convaincu que via la voie politique, il y a possibilité au niveau local de faire changer les choses, au moins au niveau local. Et d'ailleurs, le niveau local reste justement l'échelon sur lequel tous les projets dont on est en train de parler aujourd'hui sont en train de se développer. Donc moi, à titre personnel, alors après peut-être que vous pouvez penser que je suis naïf, c'est peut-être que c'est le cas, mais je crois qu'il est possible d'agir politiquement au niveau local. Alors peut-être qu'ensuite Saint-Étienne, ça commence à être déjà à une échelle trop importante, mais en tout cas dans des communes de 15 000 habitants, même 20 000 habitants, je crois que c'est tout à fait faisable. Il y a peut-être quelque chose à dire, c'est qu'en fait, sur les questions numériques, on est face à des entreprises qui ont leur propre système de collecte de données qui sont de plus en plus concentrés. Voilà. Donc il y a ce pouvoir-là qui est décrit par exemple dans un livre qui s'appelle Le capitalisme de surveillance. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais c'est une américaine. Vas-y. Il l'a dit. Donc voilà, elle a très bien décrit ce mécanisme-là. Et puis, il y a les États qui eux-mêmes ont leur propre système et qui peuvent marcher ensemble avec les entreprises. Par exemple, l'exemple chinois, ça n'est pas l'État chinois qui collecte les données. Ce sont des entreprises, les deux grandes entreprises, Tencent et Alibaba, qui collectent les données. Simplement, l'État s'est donné le droit d'aller sur les bases de données de ces deux entreprises pour aller collecter ce qu'il veut. Donc on a de fait, et c'est le problème actuel, une alliance objective entre un certain nombre de grandes entreprises et les États. Les États qui, même s'ils ne sont pas tous partis sur les mêmes logiques de surveillance, l'État français est sans doute un de ceux qui le pratiquent le plus, mais il y avait un article très bien dans Mediapart d'un Allemand qui montre toutes les bases de données qui ont été mises en place au niveau européen. Il y en a près d'une quinzaine. Et il montre bien aussi que ces bases de données sont théoriquement destinées que aux habitants, aux gens qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, et parce que normalement tous les habitants de l'Union européenne sont suivis par leurs propres États. Et normalement ça devrait faire que on soit relativement protégé en tant que Français pour une surveillance par des Allemands, etc. Sauf que tous ces États se sont entendus, non pas directement pour interconnecter, mais pour faire des formulaires de consultation des bases de données des autres pays, et un Français peut très bien consulter une base en Bulgarie, une base en Allemagne, etc. Il aura la même démarche que celle faite en France. Donc on est là dans une convergence, non pas de lutte, mais de surveillance qui est engagée dans tous les pays européens. Mais avec des variantes quand même. Un pays comme l'Allemagne va un peu moins dans la surveillance, entre guillemets, que la France, ou l'Angleterre qui a beaucoup donné aussi, ou les Belges qui, eux, ont fait la connexion entre
les données publiques et puis les données de... Ils ont un système à l'ISEM, mais qui lui fonctionne à la fois pour consulter des services publics et pour se connecter à sa banque, par exemple. Hein, les Belges, il faut savoir qu'ils en sont là. Bon, donc on est dans un état qui est une situation juridique qui est un peu différente selon les États, mais on voit quand même qu'il y a une convergence de plus en plus vers la surveillance. Donc on a deux acteurs, les États, les entreprises qui nous surveillent, et c'est clair, il n'y a que les citoyens qui peuvent réagir et qui peuvent lutter sur toutes ces questions. Et c'est donc hyper vital que dans les mois qui viennent, on soit capable de s'organiser collectivement pour contrer ces politiques qui sont des politiques qui portent atteinte à nos droits élémentaires, à la fois individuels et collectifs. Bonsoir, je voulais revenir sur le dispositif Serenicity, enfin le dispositif de capteur sonore. Serenicity est une start-up, c'est pas Vernet Caron, c'est une start-up co-créée par le directeur Vernet Caron. Il est évident qu'il est important de noter le lien qu'il y a entre ces solutions de sécurité et les marchands d'armes. Et le lien qu'il y a entre les marchands d'armes et un État, parce que ça joue beaucoup dans le PIB d'un État et dans son rayonnement sur l'ordre mondial ou la paix ou les guerres. J'étais un des premiers contradicteurs à la réunion publique que Père Driot, monsieur le maire, a été obligé de faire un petit peu suite aux mobilisations citoyennes contre ce dispositif. À aucun moment, ni le maire, ni les acteurs économiques ou même industriels du projet n'ont accepté que j'utilise le mot micro. Ces gens-là jouent sur les mots, inventent des mots pour échapper à la loi, même si la CNIL les a rattrapés. Ils voulaient parler de capteurs sonores. Alors, quel type de capteur sonore? C'était très énigmatique, mais ils connaissent très bien la législation et ils vont sans cesse chercher à la contourner pour faire accepter leur système ou leur dispositif. Maintenant, il faut que nous soyons conscients que les citoyens français, principalement suite aux attentats, réclament de la sécurité. Moi, je suis membre d'un conseil de quartier sur le Cred Rock. Les gens viennent demander à l'élu de quartier des caméras de surveillance à cause des dealers de drogue, à cause de différents troubles du voisinage. Ce sont les habitants eux-mêmes qui viennent demander des dispositifs de surveillance. Donc les politiques sont aussi invités par les habitants des villes, c'est-à-dire par nous-mêmes ou par nos voisins, par nous tous, à inventer des choses qui nous donnent un sentiment de sécurité. Parce que chaque fois qu'on réclame des images des caméras de surveillance, elles sont inexploitables. Ça ne fonctionne pas. Mais dès lors qu'on a un dispositif de surveillance à proximité de chez soi, on se sent en sécurité. Et les politiques, comme les industriels, jouent sur le sentiment de sécurité, pas sur l'effectivité de la sécurité. Il faut bien que nous sachions l'intégrer dans nos raisonnements comme dans nos luttes, parce qu'une partie du problème vient de nous. On peut aussi se battre contre les dispositifs de vidéosurveillance, d'audiosurveillance ou autre, mais je me suis retrouvé un jour devant un tas de papier qui devait faire 30 kilos lors d'un interrogatoire policier où on me demandait où j'étais tel jour à telle heure. Votre premier dispositif de surveillance, vous l'avez dans votre poche, c'est votre smartphone, c'est vos cartes bancaires, voilà. Et tant qu'on accepte ça, on est prêt à accepter tout le reste. Alors on va faire le principal des dispositifs, il est dans notre poche et on y est foutrement attaché, c'est notre téléphone portable, notre smartphone. Voilà. Je voulais dire aussi que dans les manifestations, la police est autorisée à utiliser des émetteurs relais, alors j'ai oublié le terme exact, pardon ? Voilà.
qui remplace les émetteurs relais des opérateurs légaux. Et ils le sont autorisés par la loi pour contrôler ou pour mettre hors service les téléphones ou pour contrôler les conversations et le fonctionnement des téléphones. Alors, peut-être pour répondre juste, alors la question était un peu dense, mais sur un ou deux points, l'utilisation du langage. Ça c'est vieux comme le monde, effectivement, le fait d'utiliser le langage pour arriver à ses fins. Moi, l'exemple que je peux vous donner, il y en a deux. C'est d'abord l'utilisation du terme de vidéoprotection. En fait, les pouvoirs publics ne parlent jamais de vidéosurveillance, ils parlent toujours de vous êtes vidéoprotégé. Bon, jusqu'à preuve du contraire, une caméra de vidéosurveillance n'a jamais arrêté un attentat, mais bon, certes, pourquoi pas. Et la deuxième chose, c'est si vous relisez 1984 d'Orwell, dedans vous avez en fait un concept qu'on oublie souvent, c'est celui de novlangue. Et c'est le fait donc l'État totalitaire de 1984 qui surveille toute la population, qui crée un langage officiel qu'il décide d'appauvrir et dont il supprime tout un tas de mots pour éviter les nuances de langage et donc éviter les nuances de pensée. Et comme ça permet de simplifier les choses. Donc effectivement, ça fait partie, la guerre de communication, c'est une forme de guerre de communication, ça fait partie des choses à prendre en compte, et il ne faut pas se laisser berner. Alors l'avantage du droit, c'est qu'il est censé être prévu de manière générale, et ensuite vous devez arriver à ce qu'on appelle une qualification des faits, qualification juridique des faits. Vous avez une situation de fait, vous regardez si ça rentre dans le texte. Ils ont beau appeler ça capteur de son, bon ben ça n'empêche pas que la problématique, c'est une problématique de traitement de données à caractère personnel, qu'ils appellent ça un micro ou un capteur de son, peu importe. Après c'est dans l'aspect politique, c'est la manière dont vous vendez les choses. Et c'est là où il y a une guerre de communication qui est déclarée depuis longtemps. Tout à fait. La vidéoprotection, parce que pourquoi vous vous plaignez, vous êtes protégé. Alors que si vous êtes surveillé, c'est pas pareil. C'est la surveillance, on n'aime pas. On aime être protégé, on n'aime pas être surveillé. Après, vous avez raison. Aujourd'hui, de fait, une grande partie de la population, et probablement l'écrasante majorité, souhaite être en sécurité, enfin souhaite plus de sécurité. Le problème, c'est que ces systèmes de sécurité offrent une sécurité qui est totalement illusoire. Moi, l'exemple que je donne, c'est l'attentat qui a eu lieu à Nice. L'attentat qui a eu lieu à Nice, c'était été 2016. C'était le 14 juillet, jour de fête nationale, c'est-à-dire c'est quand même le jour où la surveillance est au paroxysme. On était en plein milieu de l'état d'urgence, et ça faisait 1 an que la loi renseignement était votée. Donc il y avait un arsenal complet pour surveiller tout le monde, et ça n'a pas empêché un attentat meurtrier. Donc à partir de ce moment-là, c'est une preuve empirique. C'est simplement, ça ne fonctionne pas. La surveillance à outrance ne fonctionne pas. Alors bien évidemment, de temps en temps, ça va déjouer. Bien sûr que ça va peut-être déjouer un attentat, bien sûr que ça va peut-être déjouer une attaque. C'est peut-être un en passant, peut-être, et au prix de sacrifice de tout un tas de libertés. Et en revanche, l'attentat qui va être déjoué, peut-être qu'il aurait été déjoué en mettant plutôt des hommes de terrain derrière. Ça, c'est souvent... Non, mais il faut pas nier le fait que peut-être que ça concourt, mais il ne faut pas non plus perdre de vue que c'est le travail de terrain qui permet de déjouer ce genre d'attentat et de démanteler ces réseaux. Oui, tout à fait, mais je suis bien d'accord. Alors, sur l'histoire des habitants qui seraient demandeurs de sécurité, ça se discute. Parce que, par exemple, pour justement, avant la manif qu'on a fait dans le quartier, et pour faire signer des pétitions, on s'est beaucoup déplacé dans le quartier et on a discuté systématiquement avec les habitants. Et en fait, bon, ils n'étaient pas informés sur le dispositif qu'on leur mettait, et deux, en discutant, ils sont franchement pas en attente de système de sécurité. Oui, il y a une petite délinquance, des vendeurs de shit, du bruit, parce qu'il y a des jeunes et d'autres moins jeunes, etc. Mais c'était pas le gros problème qui leur revenait. Même des commerçants nous disaient, normalement, moi je suis commerçant, les problèmes de sécurité, ça m'intéresse, mais bon, ils voulaient bien discuter, il n'y avait rien d'agressif. Et c'était, dès qu'on pouvait aller sur un raisonnement,
eh ben, ils trouvaient effectivement que ces histoires de micros ne solutionnaient rien. Par contre, la plupart soulignaient que tous les équipements collectifs du quartier avaient été supprimés, qu'ils n'avaient pas de lieu de réunion, etc. Donc ça, c'est une histoire de pédagogie. Bien sûr que si on en reste à une logique où ils sont informés que par la télé et que par des trucs à distance, effectivement, on va perdre en termes d'argumentation par rapport aux habitants. Mais si on se donne les moyens de discuter avec les habitants, de les écouter, parce qu'ils ont des trucs à nous dire, eh bien, il n'y a pas de souci. La plupart des gens, à part des cas isolés, seront plutôt d'accord pour dire qu'il vaut bien mieux employer, parce que c'est un des trucs qu'on dit quand on discute, il vaut mieux employer des gens. D'abord, ça ferait moins de chômeurs, et ensuite, ça ferait des services publics qui seraient peut-être plus à portée des gens, etc. Donc c'est une vision de la société qu'on doit présenter, et il faut faire l'effort d'y aller, de discuter, etc. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est insister sur... En fait, quand j'avais demandé la parole, c'est avant que monsieur parle, et j'avais un propos assez analogue. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup... J'ai une grosse voix plus au micro, mais j'ai beaucoup plus peur de mes concitoyens que de l'État actuellement. C'est une question de contexte uniquement, c'est pas une position de fond. Parce que moi, chaque fois que la police arrive, il me semble que c'est parce qu'elle a été appelée plutôt qu'elle a été déclenchée par ces dispositifs qui sont maintenant, je pense, ça fait plusieurs décennies, au moins 2, que c'est démocratisé, on va dire, parce qu'il y a de la vidéosurveillance. Aujourd'hui, le dispositif d'écouter, de mettre des micros, c'est simplement la vidéosurveillance 2.0 avec la voix, peut-être dissimulée. Donc c'est juste un ajout de technologie. Donc moi je dis pas contre qu'il ne faut pas se battre au niveau légal et politique, c'est pas ce que je veux dire. Mais en même temps, c'est peut-être redondant ce que je dis, mais il y a quand même un truc, c'est que la vidéosurveillance, moi j'en ai pas parce que j'ai dit stop, mais peut-être que plus tard j'en aurai un parce que dans ma vie j'en aurai besoin. Et on en a tous. La vidéosurveillance, elle nous a été utile, celle-ci. Elle a pu nous être utile parce que quand c'est une fameuse manie, on a pu montrer des choses. On a pu montrer des choses et ça peut nous être utile à nous aussi. Comme on disait aussi, moi, une fois j'ai eu une affaire où je voulais démontrer que la police n'avait pas été gentille avec moi. J'ai jamais eu accès aux banques de vidéosurveillance, pourtant je les aurais bien aimées, franchement. Donc, même si sur le fond je suis contre la société de vidéosurveillance. Et donc là, on a le truc, parce que aussi c'est que nos législations, aujourd'hui, elles sont dépassées par la technique, mais aussi autre chose. Mais ça ne nous concerne pas nous, les petits pros, comme ça, je ne pense pas directement en termes sécuritaires. On dépend tous des lois d'extraterritorialité américaine. Donc, de toute façon, à un moment donné, on a tous une puce américaine là-dedans. Mais moi, j'ai plus peur d'un voisin ou de quelqu'un qui va me filmer, parce que je suis peut-être en train de faire l'amour avec sa copine, ou j'en sais rien, mais ou pas forcément parce que j'ai violé la loi ou j'ai eu des attitudes délinquantes, et j'ai beaucoup plus peur de mes concitoyens ou d'un petit DRH actuellement que du préfet de police. Pourtant, le préfet de police, je peux vous dire, je ne le porte pas dans mon cœur. Mais voilà, quoi. Avec mes convictions. Ça, on peut en discuter. Enfin non, on ne le fera pas ici. Mais sur les... Alors les préfets se déplacent rarement directement auprès des gens, mais sur les actions de police, il y a encore quelqu'un qui vient de mourir à Paris, c'est pas franchement quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Qui c'est qui les appelle ? Oui. Je reviens sur un truc quand même qui est intéressant, c'est l'histoire de la voix. La voix, c'est quelque chose qui pour le moment n'est pas bien identifié. Or, en fait, la voix est même plus inquiétante, c'est mon avis personnel, que la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, elle identifie un individu. Et en principe, c'est tout. S'il y a des systèmes qui
en fonction de la tête, serait censé repérer les intentions, etc. Bon, à part des fantasmes un peu délirants, c'est pas très valide sur le long terme. La voix, c'est quelque chose qui est inquiétant parce que, ça permet l'identification. Il y a un spécialiste qui dit qu'en quelques secondes, on identifie une personne indiscutablement. 2, c'est pas immédiat, mais c'est quelques secondes. 2, la voix permet des tas de choses. C'est-à-dire, 1, on parle beaucoup plus qu'on n'écrit, et on est déjà beaucoup espionné par nos écrits. Donc dites-vous que sur la voix, ça sera encore pire. Et ensuite, sur la voix, il y a, avec paraît-il une certaine fiabilité, des techniques qui permettent de déceler des intentions, des sentiments, etc. Il y a toute une série de recherches qui sont lancées là-dessus. Alors c'est plus les Américains qui maîtrisent ça, puisque ce sont les 5 GAFAM qui s'y sont lancés et qui ont beaucoup bossé sur ces questions. Donc c'est peut-être pour ça qu'en France on est moins au courant de ces techniques, mais c'est quelque chose de franchement inquiétant, et c'est inquiétant à 2 niveaux. L'espace public, par les micros, mais également l'espace privé. Parce que dans votre espace privé, vous êtes écouté de fait par vos objets connectés. Pour le moment, c'est principalement les enceintes connectées, mais tous les équipements vont être petit à petit dotés de reconnaissance vocale. Alors, le Linky donnera aussi ça, effectivement. Donc, on est sur un dispositif très inquiétant, et c'est bien pour ça qu'il faut s'en inquiéter. Ben voilà. Oui. Quelques remarques et une question. Concernant les bruits suspects sont les bris de vitres, les explosions, les coups de feu, les bruits de perceuses, les bruits que produisent les bombes aérosols, donc pour ceux qui font du graphe, etc. Enfin, on a l'impression que le quartier Tarentaise-Beaubrun est un quasi-terrain de guerre. Moi, pour le parcourir à pied, pas mal, j'ai jamais entendu ni d'explosion ni de coup de feu. Simplement, les micros, la technologie a été utilisée en Irak et en Afghanistan, sur terrain de guerre, donc. Et Vernet-Caron, lui, ne produira rien du tout, il ne fera qu'importer du matériel américain, vendu, commercialisé par Serenicity. Et donc Serenicity, il y a pas mal de personnes qui sont dirigeants, directeurs généraux, dirigeants associés chez Serenicity, et qui ont aussi un pied dans la fabuleuse cantine. J'appelle à boycotter d'ailleurs la fabuleuse cantine, et qui font dans la gestion des données et la gestion de fonds. Donc ça laisse, on comprend bien le genre d'individu dont il s'agit. Alors la question c'est, moi je fais partie je crois qu'il y a 2% d'individus, de citoyens et citoyennes en France qui n'ont pas de portable, j'en suis. Et pour encore sentir le vent grisant de la liberté, où on n'est pas repérable, où qu'on aille, et ça c'est puissant. Et je me demande ce qui va arriver à des gens comme moi, quand on aura accès au service public que par son téléphone portable. Est-ce qu'il faudra aller vivre, je ne sais pas, dans les bois, dans une grotte, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une réponse? Ou est-ce qu'on peut se battre au plan juridique là-dessus, quoi? Alors, en fait, le problème s'est posé jusqu'à présent plutôt pour les connexions Internet. C'est la problématique de la dématérialisation des services publics et de l'accès aux services publics, et le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de services publics ne sont accessibles que sur Internet et que via Internet, et que sans connexion Internet, vous ne pouvez pas faire. Exemple type, sauf erreur de ma part, aujourd'hui, on est obligé de déclarer ses impôts en ligne. On ne peut plus les déclarer ni en papier, ni avoir... Alors peut-être que vous pouvez vous faire aider, mais encore, je ne suis même pas certain. Mais on avait regardé le cas en matière de demandeurs d'asile. Oui. Oui, bien sûr. Mais ça va... Tout à fait.
ça pose effectivement un gros problème d'accès et d'égalité entre les citoyens. Alors, la réponse des pouvoirs publics là-dessus, elle est insatisfaisante parce que eux, ce qu'ils offrent comme possibilité, c'est si vous avez vraiment besoin si vous n'avez vraiment pas d'ordinateur et pas d'internet chez vous, eh bien vous allez vous rendre au pôle emploi du coin et puis vous utilisez les ordinateurs en libre service et puis voilà. Bon, c'est-à-dire entre 10h et 10h30 un jour sur deux, oui, non, c'est effectivement. Non, mais c'est un vrai problème, et alors moi j'ai pas de réponse du tout à vous apporter, si ce n'est que c'est quelque chose auquel il faut être très attentif, et à mon avis il faut lutter contre une dématérialisation excessive. Je pense que le juste milieu, c'est de considérer que la dématérialisation des services publics offre pour tout un tas de services une plus-value, qui est indéniable, mais il faudrait toujours qu'il y ait la possibilité d'avoir un autre accès au service, et notamment la possibilité de rencontrer en fait un être humain, tout simplement, et de ne pas avoir accès uniquement à une machine. Et parce qu'il y a... Il y a des cas dans lesquels vous n'entrez pas dans les cases. Le problème des formulaires, le problème c'est qu'en fait, lorsque vous ne rentrez pas dans la case qui a été pensée, et bien évidemment il y a toujours des cas qui ne sont pas pensés, et bien vous ne pouvez pas accéder. Et alors ça, vous savez, c'est la problématique de l'État qui est extrêmement froid et un peu glacial, et puis qui, lui, il est content, il a ses formulaires carrés, ça rentre, ça s'automatise, ça permet d'être traité très rapidement. Et c'est vrai que pour peut-être les 3/4 des cas, ça permet d'avoir un gain et une plus-value, mais il reste des cas dans lesquels c'est pas possible. Et on s'était intéressé, moi je m'étais penché sur la question en matière pour les demandeurs d'asile, et notamment le fait aujourd'hui en matière de demande d'asile, certaines préfectures en matière de droits des étrangers, les préfectures ne prenaient les rendez-vous que sur pré-rendez-vous en ligne. Le problème c'est qu'en fait ils ouvraient uniquement 20 places, et si vous n'étiez pas dans les 20 premiers, vous ne pouviez plus accéder. Et donc en réalité, ce que ça a fait, c'est que ça crée des listes d'attente en ligne, mais qui ne sont invisibles. Alors qu'avant, vous aviez des listes d'attente physiques qui étaient bel et bien visibles. Et du coup, ça retire de l'espace sensible, c'est-à-dire de ce que vous pouvez voir, ces files d'attente pour les dématérialiser et les oublier, surtout. Et c'est probablement, si on n'est pas vigilant, ce qui va nous attendre. Et je pense qu'il faut être très très attentif. Alors il y a le défenseur des droits qui a rendu un rapport en 2017 ou début 2018 sur cette problématique d'accès aux services publics. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, et il faudrait que ça soit qu'il y ait un véhicule juridique, probablement une loi, qui prévoit l'obligation pour tous les services publics d'avoir un accès à une personne physique, un accès raisonnable et dans un délai raisonnable. Et il faudrait peut-être même d'ailleurs le fixer dans les textes, mais au moins un délai raisonnable que sous quelques jours vous puissiez rencontrer quelqu'un. Après, voilà, je pense que le juste milieu, c'est ça, parce que la dématérialisation des services publics a aussi des plus-values. Ça permet parfois d'aller beaucoup plus vite, ça permet parfois d'utiliser, mais il faut toujours qu'il y ait la possibilité, d'une part pour ceux qui refusent, d'autre part pour effectivement les personnes qui ont des handicaps et pour lesquelles c'est compliqué, et puis parfois vous n'entrez pas dans les cases et vous avez besoin de discuter avec quelqu'un. Et donc il faudrait toujours qu'il y ait cette possibilité-là. Maintenant, au-delà de ça, j'ai pas plus de réponses à vous apporter. Sur l'histoire, du refus volontaire ou pas de passer par Internet dans les actes de la vie courante, en fait, c'est une partie très importante de la population. Alors les évaluations varient. Il y aurait entre 12 et plus de 20% de gens qui ne sont pas en capacité qui ont une distance vis-à-vis de l'outil Internet, soit par leur âge, soit par des handicaps physiques, soit aussi par l'éloignement géographique, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a des coins où il est extrêmement difficile de se connecter à des vitesses raisonnables au système en vigueur. Donc il y a déjà ces gens-là, et puis il y a tous ceux qui se retirent des outils numériques. Et c'est une part qui n'est pas chiffrée. Il n'y a qu'une étude qui a été faite en 2016, je crois, qui n'estimait pas d'ailleurs vraiment quantitativement le nombre de gens concernés, mais qui en faisait plus une typologie.
et notamment parmi les plus jeunes, parce que on nous parle des plus jeunes qui sont très branchés sur le numérique. En fait, il y avait un article récent dans Télérama qui mentionnait qu'il y avait toute une série de jeunes qui se retiraient des réseaux sociaux. Ils le disent pas, mais ils se retirent. Et donc Certaines classes sociales, très peu, et une certaine classe sociale. oui, mais bon, il y a ces aspects-là. Donc en fait, c'est un continent méconnu, mal chiffré, si vous voulez, de gens qui, en fait, ne sont pas du tout, pour des raisons variables, pris dans le système numérique tel qu'on veut nous le plaquer à tout prix. Deuxième remarque, il est à noter que dans le RGPD, alors le RGPD, moi j'ai un avis qui est un peu critique, qui a amené des reculs juridiques. Par exemple, avant, la CNIL avait le pouvoir de contrôler a priori les bases de données. Désormais, elle n'a qu'un pouvoir a posteriori, ce qui est un recul. Deuxièmement, le RGPD pour moi est plus une organisation du marché de la donnée en Europe et essayer de lutter contre les GAFA, parce que c'est un des axes quand même assez importants de cette législation, mais il n'a pas vraiment fait progresser le droit des gens. Par contre, ce qui risque de faire progresser, c'est le fait que, étant un texte unifié sur le plan européen, et on a des cultures différentes. Par exemple, les Allemands sont beaucoup plus sensibles que nous à toutes les questions de stockage de données parce qu'ils ont eu la Stasi et les nazis, donc deux éléments qui les ont amenés à se méfier de tout ce qui est stockage des données, alors que les Français semblent parfois un peu indifférents par rapport à ces questions. Et donc là dans l'histoire, on va bénéficier, et c'est déjà le cas, de jurisprudences qui vont être édictées sur d'autres cas. Bon, tu veux parler d'un cas, je crois que c'est finlandais. Un cas finlandais qui était... mais il y a eu d'autres cas. Moi, je suis un peu ces histoires de cours de justice de l'Union européenne, qui est une cour qui bosse beaucoup sur ces questions. Eh bien, franchement, il y a beaucoup de jurisprudence qui remontent au niveau européen et qui, du coup, deviennent applicables en France. Et donc, la justice européenne, pour le coup, va nous servir comme moyen de lutte contre les excès en matière de liberté. Voilà. Oui, moi, c'était plus une réaction parce qu'en fait, moi je serais beaucoup moins équilibrée que ce qui a été dit par rapport à la dématérialisation des services publics. Pour le vivre de l'intérieur, en fait, il n'y a aucune plus-value parce qu'en fait, les agents qui sont dans les services publics dématérialisés font du service après-vente par rapport aux algorithmes. Donc en fait, les algorithmes passent leur temps à prendre des décisions fausses parce que les gens ne sont pas au courant de leurs droits et que derrière il faut encore la main humaine pour les travailler. Mais le travail se transforme, c'est-à-dire que c'est l'usine et que moi je ne vois aucune plus-value à ne plus voir les gens, à travailler sur des listings mail en fait où on déshumanise la relation. Pareil pour les usagers. Les usagers c'est du travail. En fait, au fur et à mesure que les algorithmes s'installent, on supprime, donc c'est un moyen d'austérité, c'est-à-dire qu'on supprime les moyens aux services publics pour bien les faire mourir. Et en parallèle, on fait faire le travail aux usagers qui ne connaissent pas leurs droits. Et moi, je vous défie de calculer votre temps que vous passez aujourd'hui connecté pour faire toutes vos démarches en ligne. Je suis sûre que ça dépasse presque le temps de travail. Et en fait, c'est du temps volé. C'est du temps qu'on nous vole, en fait. Aujourd'hui, on n'est plus en mesure de vivre en dehors de la connexion. Et le problème, moi je rejoins le livre de Félix Reger, où en fait, je pense qu'il faut développer une vision critique de la technologie aujourd'hui, que la technologie n'est pas neutre, qu'elle nous confisque ce temps et cette vie. Et en fait, là, nous sommes dans un tournant sociétal avec une question démocratique fondamentale. Et qu'aujourd'hui, si on ne se lève pas maintenant, en fait, la démocratie, elle n'existe plus. Et que on a peut-être, moi je reste positive, mais aujourd'hui on est presque en train de revendiquer un droit à la vie privée. Et ça c'est problématique en fait, parce que cette vie privée c'est un des fondements,
c'est un des fondements en fait de la démocratie. Et aujourd'hui, il y a une bataille qui a quand même des avancées remarquables donc, autour du Linky, parce que c'est un objet qui se voit. Le Linky, en plus, il est vert, hein, jaune, presque jaune fluo. Il est arrivé de manière assez discrète au départ, mais en fait, la voie de défense par rapport au collectif Linky et par rapport aux particuliers, ça a été la désobéissance et le sabotage, et l'appropriation en fait de ces droits. Et la difficulté qu'on aura, donc le Linky, c'est vrai qu'il faut s'en inspirer par rapport à cette bataille-là, mais la problématique qu'on aura, c'est que les capteurs, donc tous ces micros qui vont se multiplier avec l'arrivée de la 5G, on ne va pas les voir. Aujourd'hui, JCDecaux, ils sont en train de repenser leur immobilier urbain, et en fait, tous les capteurs, et y compris les antennes 5G, vont être cachés. Donc, ce qui complique le sabotage, parce que autant le Linky, on peut saboter, saboter, ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher la pose d'un compteur. Donc, on va barricader son compteur. Ça, c'est du sabotage, hein, parce que du coup, on empêche quelque chose. Et au nom d'une légitimité qu'on se croit. Et la légitimité à défendre aujourd'hui une démocratie. Le droit à la vie privée, c'est un droit démocratique. Et donc, moi j'irais jusqu'à se poser la question, est-ce que c'est viable aujourd'hui de vivre dans une société complètement connectée, tant en termes démocratiques, mais aussi en termes écologiques, parce qu'on va droit au mur, parce que le tout connecté, c'est aussi le tout électrique, voilà, qui ne remet pas du tout en cause l'utilisation des énergies, et qu'à terme, de toute façon, tout ça n'est pas viable. Voilà. Et qu'il faut dépasser le court-termisme, c'est-à-dire que sous des visions sécuritaires et pratiques, en réalité, ce qui se joue aujourd'hui, c'est un tournant sociétal, vers même des voies quasi transhumanistes, parce qu'il y a la question qu'on n'a pas abordée, mais les puces RFID introduites dans le corps humain, qui est très courant, notamment en Suède et en Belgique, et ça pose également des questions quasiment anthropologiques. Et là, en fait, voilà, on est à un tournant crucial, là, en fait, en réalité. Voilà. Alors, en fait, je suis assez d'accord avec presque tout ce que vous dites. En réalité, vous savez, moi j'exerce une profession libérale, je peux vous garantir que je passe plus de temps avec l'administration, avec l'URSSAF et le RSI qu'à travailler. On passe énormément de temps à remplir des formulaires, à faire des déclarations, il y a tout le temps des problèmes, c'est une catastrophe. C'est pareil quand vous déclarez vos impôts, c'est pareil pour tout. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, c'est amusant parce que tout à l'heure, justement, j'ai fait une petite intervention à Télécom Saint-Etienne à côté où justement j'ai parlé de ce thème de la neutralité fantasmée de la technique. Donc je vous rejoins totalement là-dessus, je suis totalement d'accord. La technique n'est effectivement absolument pas neutre, elle induit des structurations ou restructurations sociales et un impact sur la société, sur l'environnement, sur tout un tas de choses. Là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Je partage également de plus en plus l'approche de Félix justement dans son livre Utopie déchue. On n'est pas. Donc le 7 février, pas de la pub. Félix Tréguet. Félix Tréguet. L'utopie déchue. L'utopie déchue. Déchue. Alors maintenant, j'ai absolument pas connaissance du fonctionnement en interne, vous semblez avoir une expérience très intéressante. Je pense que c'est du cas par cas. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut prendre garde d'une société tout technologique. Ça c'est évident. Moi je suis justement effaré par sa dématérialisation des services publics. À chaque fois que j'ai besoin de quoi que ce soit, je n'arrive même pas à avoir quelqu'un au téléphone. C'est déjà compliqué d'avoir quelqu'un au téléphone. Donc je suis d'accord avec vous, simplement je pense que tout n'est pas totalement à jeter, et pour certaines démarches, si les choses fonctionnaient bien, ça peut aussi être un avantage, et notamment être un avantage écologique, parce que il faut tout prendre en ligne de compte quand vous faites le bilan. Et je ne suis pas en train de défendre le modèle, attention, c'est pas ce que je dis, mais je pense que parfois, il est quand même beaucoup plus simple de mettre une pièce jointe sur un site internet et de remplir un formulaire plutôt que de se déplacer, de prendre la voiture ou de faire. Alors, si vous avez des transports en commun, votre empreinte carbone elle sera moindre, mais de prendre la voiture pour faire un déplacement. Alors, mais oui, mais tout à fait, oui. Mais on va vous dire, oui, mais du coup, ça coûte cher, on est en déficit. Mais je suis d'accord. Pour moi, les services publics doivent être de proximité. On doit être fondé sur un service public de proximité, il doit être beaucoup plus local et dont chacun devrait pouvoir y accéder de manière très simple.
Maintenant, je pense que tout n'est pas à jeter, mais comme vous, je suis très inquiet de cet impact que la technologie a de plus en plus sur nos sociétés, sur nos vies. Je partage totalement votre inquiétude. Le cri d'alerte que vous poussez lorsque vous dites que c'est maintenant qu'il faut réagir, je pense que oui, et c'était même, il fallait commencer à réagir il y a bien plus tôt. Il y a eu des collectifs qui ont été technocritiques. La critique de la technique, il y en a eu plusieurs. Je pense qu'il faut avoir en fait une analyse dépassionnée des choses et regarder les choses telles qu'elles sont et voir et faire un bilan coût-avantage, et un bilan coût-avantage qui intègre la totalité de la problématique environnementale, la problématique sociale, et ne pas prendre de décisions hâtives. Après, c'est une discussion qui est un peu vaine, parce que d'en parler comme ça, parce qu'il faut prendre ensuite au cas par cas et exercer une analyse. Je n'ai pas du tout l'expérience que vous avez de l'intérieur. Moi, j'ai l'expérience de l'usager, et de l'usager, je trouve que ça fonctionne très mal. Là, vous apportez une expérience de ce que je comprends de l'intérieur, et vous dites qu'il y a une forme de déshumanisation aussi du travail, et de quelque part d'industrialisation, de travail à la chaîne du traitement des demandes, alors qu'avant c'était quand même, il y avait un contact humain. Je pense qu'il faut repenser les choses et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et puis prendre le meilleur des deux. Voilà, c'est moi la réponse que je vous fais. On ne va pas durer très longtemps là, Oui. Je voudrais parler. Et puis on arrête. La multiplication des infrastructures numériques connectées qui se passent en douce, un peu dans notre dos, un peu partout, fait en sorte qu'on perd le contrôle sur notre vie quotidienne, sur nos conditions d'existence. Et c'est ça qui est le plus grave, c'est-à-dire que bientôt on n'aura même plus le choix de notre vie, de choisir ceci ou cela. Tout cela sera par toutes les informations qui sont collectées, qu'on ne contrôle pas. On l'a su avec le Linky, que le Linky était destiné à récolter des tas d'informations et à contrôler notre domotique. Tout cela se passe dans notre dos. On n'a pas les moyens techniques de savoir comment que ça se passe. La technologie, elle est obscure, on ne peut pas la contrôler quand on n'est pas derrière, c'est-à-dire quand on n'est pas celui qui l'a fabriqué. Celui qui l'a fabriqué prend tous les pouvoirs, et nous, on perd tout contrôle sur notre vie. Une dernière et on arrête. C'était plus une remarque. Bonjour, je suis l'avocat pour le Linky, dans l'affaire Linky, et je vous rejoins, confrère, sur votre nuance que vous faites sur l'apport que peut avoir le progrès ou la technologie. C'est toujours intéressant d'avoir une critique du progrès, et on est tous là d'accord pour la faire. Néanmoins, je pense peut-être pour recentrer le débat ou pour aller vers la conclusion, ce qui est très important, c'est la finalité que l'on donne à une technologie ou à un progrès, et plus que ça, pour rejoindre le côté démocratique, qui va contrôler, qui va avoir accès en fait aux données recueillies, puisque là on parle de sécurité de données personnelles, qui va avoir accès à ces données et qui va contrôler ceux qui ont accès aux données. Et donc, d'un point de vue institutionnel, démocratique et politique, il est tout à fait possible d'envisager dans notre société des contre-pouvoirs, donc par un contrôle politique ou institutionnel, pour contrôler l'utilisation de ce progrès. C'est pas être anti-progrès, même si moi je suis très très critique à l'égard des nouvelles technologies, donc je vous rejoins, confrère, sur ça, mais néanmoins, c'est pas être anti-tout progrès. C'est plus une question démocratique en fait, et qui va contrôler. Oui. Il y a un déséquilibre énorme. C'est vrai. C'est pour ça que c'est un combat démocratique. Les moyens déclenchent, mais ça ne servira à rien du tout. Il faut être maintenant sur le terrain, il faut se battre. Sinon, ça ne fera rien du tout. Mais il y a des contre-pouvoirs. La CNIL, par exemple, elle manque de moyens, elle manque de salariés en fait, et de juristes. Par exemple. Et au niveau des téléphones, c'est politique et démocratique, plus que anti-progrès philosophiquement, ça je voulais dire en fait. Parce que c'est des gens qui les ont considérés comme leurs opposants, leur adversaire. Alors. En France. Et les drones qui nous ont envoyés, parce que ça a été dans les manifestations, ça a été filmé, c'est véridique, et c'est la police qui le faisait. Maintenant, toutes ces bandes qui ont été filmées, c'est devenu quoi? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Alors. Par contre, il y en a qui le propos, c'est clair. On clôt là-dessus. Simplement, je voulais, pour conclure, s'il vous plaît, au nom de l'amicale, je remercie les intervenants pour la qualité de leur intervention, la qualité des questions.
Je vous remercie tous et toutes. Et si vous pouvez ranger les chaises au fond, ça aidera. Merci d'avance.